Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. L'enseignement de l'histoire permet l'émancipation intellectuelle. Mais est-il encore un enjeu majeur? Nous en débattons avec Serena Talamogne et Sébastien Pisani, suivi du décryptage l'histoire materia prima de la littérature et du cinéma avec Marie-Jo Arrigui-Landine et Xavier Affre. Serena Talamogne, doctorante et chroniqueuse sur RCFM. Sébastien Pisani, journaliste pour le quotidien Corse Matin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avril 1979, dans le Figaro, Alain Decaux publié « Français, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants ». En 2012, Jean Sévillia, dans le même Figaro, Jean Sévillia, essayiste et chroniqueur, soufflait à son tour sur les braises en déclarant « Qui veut casser l'histoire de France ?» Sébastien, faut-il la casser cette histoire ? Il était peut-être temps plutôt de la réparer, non? Vous croyez pas? Non, parce que vous voyez, cette obsession française pour l'histoire, que je respecte infiniment, on n'a pas besoin d'en discuter, vous et moi. Voilà, l'histoire, je m'y intéresse à titre très personnel et c'est une vraie passion. Mais il n'en reste pas moins que ces débats qui tournent autour de l'enseignement de l'histoire ont une légère tendance à m'exaspérer. Parce que on voit ce thème ressurgir régulièrement. Ça a été le cas notamment lors de la primaire de la droite. François Fillon était revenu notamment sur cette thématique-là. On n'apprend plus l'histoire comme on devrait l'apprendre. Sans doute est-ce la faute des enseignants. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont en tête, mais à un moment donné, c'est un discours, moi, qui me renvoie plutôt à ce fameux, et je crois qu'on va en parler un peu plus tard, roman national qu'on veut à nouveau absolument nous raconter. Mais ce roman national de la Troisième République, il répondait à des objectifs qui étaient totalement politique. Et à un moment donné, ça me gêne, tout simplement, qu'on présente une histoire qui va être un petit peu, finalement, politisée à nos enfants. Tout ça à coup de grandes dates, de grands personnages fantasmés, l'historiographie, et on aura le temps d'y revenir, académique, le vrai travail des vrais historiens, pas de ceux qui commentent l'histoire des historiens, a changé. C'est normal aussi qu'on enseigne différemment, peut-être, l'histoire à l'école. Serena. Oui, alors je crois que en fait ce débat comment enseigner l'histoire et ce débat roman national ou ouverture au monde, ouverture aux autres cultures, en fait c'est un débat idéologisé parce que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on peut très bien enseigner l'histoire d'un pays avec ses grands hommes, etc., et enseigner les relations que le pays a eues avec d'autres endroits et les relations entre les périodes également. Je pense qu'il faut peut-être sortir de ce débat oui/non, pour ou contre, mais que les deux ne sont pas incompatibles. Et coexistent. Je voudrais vous faire réagir sur ces mots de l'historien, justement, Patrick Boucheron, sur France Culture. Pour moi, l'histoire comme discipline ne vaut rien si elle ne s'adresse pas à la vie des gens. Mais comme c'est vrai. Bon, alors évidemment, Patrick Boucheron, moi je me situe plus proche d'un historien tel que celui-ci, qui a publié l'excellent livre dont Xavier ne cesse de vanter, Xavier Affre ne cesse de vanter les vertus, l'histoire mondiale de la France. Bah oui, c'est pour décentrer un peu les choses, parce que on peut être passionné par l'histoire de France, tout en étant tout à fait conscient que cette histoire, elle s'est construite d'influence. C'est vrai pour n'importe quelle région du monde. C'est d'une simplicité enfantine et on veut en permanence nous ramener à ce fameux roman national. Vous disiez passionner les gens. Les enseignants d'histoire le savent bien. C'est parfois compliqué de passionner les enfants pour cette matière qu'est l'histoire. Alors certes, les grands personnages peuvent être un vecteur, mais à un moment donné, il faut savoir aussi leur parler de la vraie vie des gens. Je parlais tout à l'heure de l'historiographie savante, académique. Ça fait des décennies maintenant qu'on a des historiens qui réalisent de superbes travaux sur la manière dont vivaient les paysans au Moyen-Âge, sur la manière dont vivaient les ouvriers lors de la Révolution industrielle. C'est de l'histoire. Et c'est pas parce que il est moins question de roi. Il y a cette espèce de aussi façon d'être omnubilé par les élites. Il faut aussi parler de la vraie façon dont vivaient les gens.
Oui, je crois que l'histoire, son objectif premier, c'est de comprendre la société dans laquelle on vit, hein, de comprendre le monde, de comprendre d'où l'on vient. Hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Et l'histoire, c'est une démarche scientifique qui tend à l'objectivité. Bon, l'objectivité absolue, c'est pas possible, même s'il existe des méthodes pour essayer d'être le plus objectif possible. Ensuite, le roman national, c'est autre chose. Là, ça touche à ce qui est plus à la mémoire, en fait. Il faut distinguer histoire et mémoire. La mémoire, c'est aussi, ça peut être une démarche politique. Et le roman national, c'est une démarche politique. De choisir des grands hommes, de choisir. Dans toutes les mémoires, tous les pays du monde construisent leur mémoire aussi en choisissant ceux qui rassemblent. Hein. Mais c'est pas l'histoire. Ça découle d'une histoire. Enfin, si c'est objectif, si c'est pas de la propagande, c'est basé sur des travaux historiques. Mais après, il y a des choix qui sont effectués. C'est deux choses différentes, à mon avis. Alors, pour revenir à cette histoire de roman national, justement, parce que querelle depuis de nombreuses années, et au fur et à mesure qu'une élection a lieu, les politiques, les hommes politiques qui se représentent aux élections évoquent le roman national. Certains changent de mot, font un glissement sémantique vers le récit national. À quoi cela est-il dû, selon vous ? En tout cas, pour ce qui est des séquences les plus récentes, moi je le lis vraiment avec cette volonté, enfin généralement ça s'accompagne d'un discours général sur une perte d'identité qui frapperait de plein fouet notre société et notre jeunesse en particulier. Alors, il est évident que l'histoire n'est pas tout à fait une discipline comme les autres. Elle n'est pas plus importante que les mathématiques, le français, mais on touche à une matière très particulière qui nécessairement donne un certain nombre de repères aux futurs citoyens. Donc, bien évidemment qu'on invoque énormément l'histoire dès lors qu'il est question de perte de repères, mais c'est là où moi j'ai une profonde gêne, c'est qu'à un moment donné j'ai l'impression qu'on essaie d'instrumentaliser l'histoire pour se rassurer, comme si la manière dont on enseignait l'histoire, qui est très importante encore une fois, hein, il faut qu'elle soit bien enseignée, mais comme si si on améliorait cette façon de l'apprendre, si tant est qu'il fasse l'améliorer, qui profiterait à l'ensemble de la société, lui rendrait son identité. Moi, je pense que l'enseignement de l'histoire peut quand même jouer un rôle sur le lien social qui existe dans un pays, hein, parce que c'est la construction aussi, justement, enfin, de l'histoire à la mémoire, c'est la construction d'un imaginaire, hein, d'un imaginaire commun. Et c'est vrai que ça peut, bon, c'est comme ça que, effectivement, le roman national, la Troisième République, c'était tous les petits Français sont pareils. Aujourd'hui, je pense que faire évoluer aussi l'enseignement de l'histoire vers quelque chose où on apprend ce qui se passe effectivement dans le reste du monde, ça peut être très important pour renforcer le lien social et l'intercompréhension, justement. On est d'accord. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais c'est sûr que ça y participe. Absolument, il y a beaucoup d'autres... Vous avez raison. Bien sûr. Alors, sur l'apprentissage de l'histoire, ces mots du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui entend renforcer la dimension chronologique de l'histoire. Moi, je ne sais pas, ce serait intéressant de faire un petit sondage auprès des enseignants d'histoire. Ils ont arrêté de faire de la chronologie. Nous en avons un dans l'équipe. Je sais pas, il Xavier me semble... qui va venir dans la seconde partie, qui est aussi enseignant d'histoire. Je pense que Xavier nous dira, comme beaucoup d'autres, qu'il accompagne ses cours et ses explications d'un certain nombre de références chronologiques. Alors, est-ce qu'on veut que les enfants apprennent des séries de dates comme on apprend les déclinaisons latines, c'est une autre question. Mais je ne suis pas sûr que leur conscience de faire partie d'un tout, de partager des valeurs communes, sera plus forte parce qu'ils auront tous annonné les mêmes dates au même moment. C'est le sous-texte de ces mots. Hein. C'est ce qui semble être le sous-texte de ces mots de Jean-Michel Blanquer. Oui, alors, l'aspect chronologique est forcément important en histoire parce que forcément, une période n'arrive pas comme ça du néant. Donc forcément, cet aspect chronologique, mais bon, ça paraît quelque chose d'assez évident. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'aspect chronologique, il faudrait renforcer la transdisciplinarité pour remettre l'histoire aussi dans un contexte et les autres disciplines, même les mathématiques. Les mathématiques, on apprend des formules, mais bon, on ne sait pas. Alors si on savait qui était Pythagore, peut-être que voilà, ça serait peut-être plus... on comprendrait comment fonctionne la société et comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est très très juste cet aspect transdisciplinaire parce que finalement, je pense qu'un enseignant d'histoire est amené de temps en temps à évoquer des données économiques, sociologiques. En fait, c'est un enseignement des sciences humaines, j'ai envie de dire, un peu dont il est aussi question là. Sébastien, quelle place pour l'enseignement de Bonaparte, de Paoli, faisant preuve un petit peu de nombrilisme? Oui, et puis il n'est pas mauvais parce que je pense que ce n'est pas
comment dirais-je, commettre une grave erreur que de ramener de temps en temps le récit historique sur des notions qui vont toucher de près les enfants ou adolescents qui l'entendent. Il y a l'histoire des territoires, évidemment, dans lesquels ils ont grandi. Alors, on vous objectera qu'effectivement, il y a les programmes et qu'il faut tenir les programmes, ces fameux programmes nationaux. Je pense que c'est pas évident pour les enseignants. Est-ce qu'ils ont la latitude suffisante pour développer ces thématiques? Moi, je trouve que c'est important. Je vois pas comment un petit Corse aujourd'hui, et il y a des séquences, et les enseignants le font d'ailleurs assez naturellement, il y a même des supports pédagogiques qui ont été conçus localement pour les aider. Je ne vois pas comment un petit Corse d'aujourd'hui peut passer à côté de ce qui s'est passé pendant l'époque des Lumières. Effectivement, vous parliez de Pascal Paoli, le destin extraordinaire de ce petit Ajaxien du nom de Bonaparte. Voilà, ça me paraît important aussi que ça ait une place dans les programmes. C'est une évidence. Il y a l'idée, avec tout cela, avec l'enseignement de l'histoire, de la réappropriation aussi de notre histoire, de la singularité de notre histoire. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, le corpus, Xavier va peut-être mieux nous le signaler, mais le corpus historique laisse la place à la singularité? Alors, encore une fois, Xavier sera peut-être meilleur juge que nous. Je ne pense pas qu'il y ait une énorme place qui soit laissée à ça. On est quand même dans cette notion de programme, essentiellement. Sérène ? En tout cas, oui, à part à l'université, où c'est vrai que là, il y a une plus grande marge de manœuvre, forcément, et où on se base beaucoup sur les travaux des universitaires, des historiens corses, et où, effectivement, on effectue cette réappropriation de notre histoire qu'on nous avait complètement supprimée. Enfin, voilà, savoir d'où on vient aussi en Corse, c'est essentiel. L'importance des travaux des historiens corses, c'est important de le signaler et de le mentionner. 40 secondes, c'est passé très vite, ces échanges entre vous deux, l'histoire passionne. 40 secondes pour résumer votre pensée et répondre à la question. L'enseignement de l'histoire est-il encore un enjeu majeur? Sébastien. Il y a évidemment un enjeu pour les raisons que j'exprimais tout à l'heure. C'est pas une discipline tout à fait comme les autres, Sérène, on est tout à fait d'accord. Simplement, je pense qu'à un moment donné, moi c'est ce qui me gêne dans ces débats récurrents, on lui donne finalement une place qui par moment dépasse le cadre tout simplement d'un enseignement. On est dans le cadre de l'école, de la fabrique des savoirs, de la sensibilisation des enfants, et on en fait par moment véritablement un objet politique. Donc oui, c'est un enjeu. Le problème, c'est que je trouve qu'on va souvent bien trop loin dans la logique et qu'on finit par déformer complètement cet enseignement qui doit rester un enseignement noble. Et dernière chose, faisons confiance aux enseignants. Ils ne sont pas mauvais, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir en permanence un ministre au-dessus de leur tête qui leur dit « vous devriez faire comme ça ». Sérène. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Non, bien sûr, oui, l'enseignement de l'histoire est un enjeu majeur. C'est vrai, un enjeu souvent instrumentalisé, mais un enjeu majeur quand même si c'est pas effectivement la baguette magique qui va recréer du lien social. Mais l'histoire, c'est ce qui permet de comprendre les sociétés, de comprendre les mécanismes des sociétés, y compris dans des domaines de la politique. Et donc, de pouvoir gérer, même si c'est pas, l'histoire n'est pas un éternel recommencement, mais il y a des clés, c'est l'histoire et les sciences sociales d'ailleurs en général, des clés qui peuvent apporter pour la compréhension et l'action également. Poursuivons nos échanges. Les anciens face aux modernes, le récit national ou le roman national. L'enseignement de l'histoire permet de combattre l'obscurantisme, mais favorise-t-il la construction de son histoire personnelle? C'est le décryptage du soir. Nous ont rejoint l'éditrice et journaliste Marie-Josée Arrigui-Landine et l'historien et cinéphile Xavier Haff. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Marie-Jo, commençons avec vous. Focus sur l'auteur, ancien enseignant d'histoire, Dimitri Casali. Oui, je sens que tout le monde va être ravi. C'est merveilleux. Dimitri Casali, c'est un ancien enseignant qui a enseigné dans plusieurs endroits et notamment aussi en ZEP. C'est quelqu'un qui, pendant toute sa scolarité, a fait beaucoup de rock avec ses amis et qui donc a mis au point une méthode pour essayer de sensibiliser les jeunes à l'histoire par la musique. Il a appelé ça Histo-Rock, c'est ça. Histo-Rock, voilà. Bon, la méthode, pourquoi pas? Après tout, la musique des jeunes pour parler aux jeunes, pourquoi pas? Ça paraît pas trop mal. Après, il a fait aussi une sorte d'opéra rock sur Napoléon, un peu plus difficile quand même à aborder, mais avec des textes de chansons impossibles à mémoriser non plus, mais qui en tout cas racontaient bien l'épopée napoléonienne. Mais aujourd'hui, bon, on pourrait dire ça, voilà, c'est super, c'est l'enseignant modèle, mais finalement aujourd'hui, il est devenu très polémique. Et s'il est devenu très polémique, c'est justement parce que son discours
discours sur l'enseignement paraît parfois un petit peu réactionnaire. Alors, il a évidemment écrit ce genre de livre. Vous voyez, l'histoire de France interdite. Il est assez, il a l'impression que tout est censuré, c'est pas évident. Alors en fait, c'est quelqu'un qui défend justement la chronologie à tout crin. Et lui, il dit que la chronologie, c'est vraiment la base de l'enseignement de l'histoire. Sans ça, les élèves ne peuvent qu'être perdus. Il trouve que le découpage thématique plutôt que justement la chronologie, c'est quelque chose qui perd complètement les élèves. Et il trouve aussi que l'étude des grands thèmes plutôt que celle des grandes périodes perd complètement les jeunes et est complètement délétère. Il regrette du coup aussi qu'on efface les grands personnages dont on parlait tout à l'heure, sous prétexte qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils n'ont pas été exemplaires. Exemple Napoléon avec l'esclavage. Mais en même temps, il se dit que bon, c'est un petit peu dommage parce que quand même, c'est aussi la fierté des grands hommes, c'est aussi la fierté d'une histoire nationale qui va créer le ciment d'une nation et qui va aussi développer le sentiment d'appartenance à cette nation. Les sentiments de patriotisme, qui n'est pas un gros mot quand même. Donc voilà, il s'insurge aussi complètement contre un programme qui est axé sur la mondialisation. Vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt intéressant. Mais lui, que la mondialisation au détriment de la France, il trouve ça quand même un petit peu dommage, ou en tout cas peut-être pas dans le bon sens. Bon, ça pourrait être recevable jusqu'à présent. C'est pas si aberrant que ça. Mais bien sûr, très vite, il va dans des discours tels que le politiquement correct règne en maître mot, les droits de l'homme, voilà. Et il dit qu'en fait, l'approche compassionnelle des problèmes remplace aujourd'hui l'enseignement de l'histoire dans toute sa complexité. Voilà, il explique que la repentance à outrance n'est pas une solution, qu'elle n'est pas constructive, et surtout quand elle conduit à gommer des pans entiers de l'histoire parce qu'elle devient honteuse. Il dit « Des excès du roman national, nous sommes passés sans transition au roman noir de la France ». Voilà, de l'histoire de France. Et il cite aussi Pierre Nora, pour dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, si je puis dire. L'histoire n'est qu'une suite de crimes contre l'humanité. Donc hop là, c'est pas grave, on va faire avec. Il y a des morts, c'est pas grave pour lui. La repentance est quelque chose qui peut effectivement un petit peu couper les ailes à l'enseignement de l'histoire. Il trouve que donc l'histoire est un petit peu aujourd'hui hachée parce qu'on a enlevé des pans qui gênaient, colonisation, etc., etc. Et donc il écrit énormément de livres, dont l'altermanuel ou ce genre de manuel qui sont... Dois-je le montrer, Sébastien? Dois-je le montrer? Mais bien sûr. C'est intéressant parce que c'est que... l'origine du Lavis. Donc le Lavis en lui-même, c'est extrêmement intéressant. En fait, l'histoire telle qu'elle était faite par Lavis ou par Ernest Lavis il y a longtemps est le fruit d'une période. Donc pour le coup, ça participe aussi au discours historique, c'est pas un problème. Moi, alors, le choix, Marie-Jo, est pertinent parce que c'est en plein dedans, là, pour le coup, sur les enjeux. Pour moi, Dimitri Casale est un enseignant néfaste, donc moi je le bannirais, mais bon après maintenant, je sais qu'il est très apprécié par exemple en Belgique, pour le coup. Oui. Pour moi c'est très dangereux parce que, alors pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il est très identifié idéologiquement. Quand j'entends Robert Ménard, pour ne citer que lui, et faire des éloges de Dimitri Casale, bon c'est évidemment le poil mérisse, mais pourquoi pas? La méthode Historoc, oui, tout ce qui peut être des méthodes alternatives et qui fonctionnent, ça il n'y a rien à dire. Après, son discours sur la mondialisation, moi, je tombe par terre dans la mesure où la France n'a jamais été isolée. Et je veux dire, c'est le contraire, c'est ce que dit Patrick Boucheron dans l'histoire mondiale de la France, c'est qu'à aucun moment la France n'est seule. Et ça, il le perd un peu de vue, c'est-à-dire qu'on est obligé, pour faire comprendre des choses aux élèves, de leur expliquer ce qui se passe autour. C'est extrêmement important et c'est là où il faut, mais c'est très politisé. Et là, pour le coup, je rejoins ce que vous avez dit, c'est très politique, puisque... Lui, ça rejoint un peu les préoccupations de François Fillon et d'autres sbires de ce même acabit qui, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est une salle de classe d'histoire ou s'ils ont vu vraiment de vrais manuels d'histoire, je ne pense pas. Il faut trop regarder Stéphane Bern et Franck Ferrand ou Dimitri Casale, ça fait perdre de vue l'essentiel. Mais voilà, il y a un vrai problème et c'est un enjeu. L'enjeu, il est là, c'est-à-dire... Évidemment que le récit national, c'est important, les dates, c'est important, c'est essentiel. La chronologie, mais on ne l'a jamais quitté, finalement. Vous voyez, vous avez donné un nom, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Stéphane Bern, pour moi, ça participe d'une sensibilisation généreuse et positive. Oui, là, vision monarchiste. On est dans un... Pas forcément, on peut l'aborder comme ça, mais non, là, Philippe, vous pouvez peut-être montrer cette couverture. C'est quand même frappant. Ça me tombe des mains, mais je vais. Récit national, on utilise des illustrations qui renvoient vraiment à ces manuels de la Troisième République dont on parlait à l'époque. Je veux dire, c'est l'histoire de France de notre enfance, mais plutôt de l'enfance de nos grands-parents. Oui, là, d'avoir arrière-grands-parents dans le cas de Sérène, peut-être. Il y a plein de choses. Moi, juste un conseil, c'est un livre qui s'appelle Le Récit national. Justement, ce sont des
différentes contributions à la radio. C'est Jean-Noël Jeanneney, qui est un historien quand même émérite et reconnu, sur l'excellente radio France Culture, on peut le dire parce que c'est service public. Et c'était l'émission Concordance des temps qui était très bien, comme on pourrait citer La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. Il y a plein de choses à vraiment écouter. Moi, je trouve que ça fait un peu mal, ça, parce que du coup, il dit non, pas les enseignants, mais quand même, ça tâche un peu sur les enseignants, ça tâche un peu sur ceux qui font les programmes, ça tâche sur beaucoup de monde. En tout cas, votre choix est Nîmes. Et oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment. Non, mais c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est au cœur de. Petite parenthèse, j'en profite. Bon, juste l'opéra rock, on l'a vu passer à Ajaccio, c'est une nullité crasse. L'opéra rock, on va le recontextualiser sur Napoléon. La ville d'Ajaccio, c'était commis là-dedans, enfin peu importe. Mais non, surtout ce qui est intéressant, ce que vous dites, vous parlez d'émissions. C'est pas seulement en salle de classe maintenant que les enfants apprennent l'histoire. C'est aussi par tout un tas de médias, d'émissions, livres. Il y a aujourd'hui une vraie production dans ce domaine-là et la France d'ailleurs produit énormément. Donc dans le domaine d'initiation, on va dire, à l'histoire, ce qui semble quand même prouver que les petits Français s'y intéressent encore un minimum. En tout cas leurs parents qui leur achètent les livres en question. Allez, défendez en quelques secondes votre choix. Pour étayer notre conversation du soir. Non, parce que je trouve qu'effectivement, mettre le point sur des choses qui fâchent est une très bonne chose. Et il y a, dans ces livres, il y a effectivement des choses qui sont, à mon avis, relativement justes. Par contre, c'est vrai que dans son dernier livre, La longue montée de l'ignorance, il fait des raccourcis que moi, je ne peux pas du tout cautionner, parce que finalement, sans doute que l'histoire est importante pour créer une unité nationale, mais on ne peut pas quand même mettre sur l'enseignement de l'histoire et sur les réformes récentes la naissance de Daesh, quand même. Mais lui, il parle d'ignorance, lui-même est ignorant. Mais ce qui est grave, c'est qu'il le sait très bien. Et que c'est voulu. Et que nos enfants étudient justement les rapports qu'il y a eu entre la France, l'islam, la façon dont l'islam a existé en Méditerranée. On comprend aussi beaucoup de choses. Je pense que c'est pertinent. Xavier, poursuivons avec vous. Et le film Les Héritiers de Marie Castille-Montion, Char, d'après une histoire vraie. Alors là aussi, c'est un film qui est vraiment intéressant pour le coup. Alors encore une fois, le piège de ce genre de film, qui peut parfois être un petit peu trop pédagogique, un peu didactique, mais il est quand même intéressant dans le discours. C'est une enseignante, donc ça se passe dans le lycée Léon Blum. Quartier difficile, on est à Créteil, avec une classe extrêmement difficile de seconde. Et l'enseignante décide, pour les valoriser, de leur faire et c'est une histoire vraie, de les faire participer à un concours de la résistance, concours national de la résistance et de la déportation, pour essayer de les faire se sentir un peu meilleurs et surtout, les héritiers, de faire passer ce lien. L'enseignant, c'est aussi ça, c'est celui qui permet la passerelle et qui permet de faire ressentir peut-être un rapport, avec les élèves, entre l'histoire avec un grand H et leur histoire à eux. Et ces élèves... donc je précise histoire vraie, véridique. La réalisatrice est allée rencontrer la professeure. Et en fait, on se rend compte que ces élèves, il leur faut pas grand-chose pour être intéressés. Même les élèves les plus réticents, les plus durs, on le voit au quotidien, c'est ça. Dès qu'ils voient, il y a un témoignage très fort d'un vrai déporté dans le film, qui est un vrai déporté qui a participé au tournage. Les gamins ont été, dans le film et dans le tournage, ont été scotchés par ce témoignage. Et ils ont changé de regard. Donc il y a toujours possibilité de toucher un élève, et soit de recentrer sur son histoire à lui, soit sur le local, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi toucher les élèves. Et ce film est vraiment intéressant parce qu'il met en avant le rôle de l'enseignant, bien sûr, mais il montre aussi qu'il n'y a pas on le dit souvent, il n'y a pas de mauvais élèves. Moi, cette notion, elle est évidemment qu'il y a des élèves qui ne réussissent pas, mais à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui les intéresse, même si ça dure 20 secondes, tant pis, c'est court. Mais il y a quelque chose, et ça passe, et le courant peut passer, surtout sur ces thèmes-là, la Shoah, la déportation, avec a priori, qui se transforme en vraie découverte. Xavier Soto, praticien, je vais poser la question. Vous avez écouté attentivement nos échanges dans la première partie. Cette question de la chronologie et finalement aussi peut-être du libre arbitre, est-ce que je peux dire comme cela, de l'enseignant qui, devant sa classe, va essayer de proposer des cours un petit peu... plus singulier? Alors, il faut être clair, et je pense immédiatement, on peut tout mettre sur le dos des réformes, des gouvernements. Le libre arbitre ou l'attitude de l'enseignant, il y a une grande liberté quand même. Au niveau de la pédagogie, ça, c'est pas discutable. Il y a c'est pas un carcan, mais il y a une trame, c'est le programme qu'il faut finir. Mais il y a plein de possibilités de faire passer des choses, l'utilisation de différents moyens, ou supports numériques, etc. Et puis, parce que tout à l'heure vous parliez du recours local, là aussi c'est tout à fait possible, et même, à mon avis c'est même souhaitable, les élèves accrochent très bien.
Après, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est toujours pris par le temps et ça va très vite. On ne peut pas faire que ça, mais le faire, moi je sais que je le fais régulièrement. Par exemple, vous, nous avons évoqué Paoli dans la première partie. Vous prenez l'exemple de Paoli pour évoquer les Lumières, par exemple? Quand je fais ma leçon sur les Lumières, je fais toujours un petit focus sur Paoli, mais je ne suis pas le seul, d'ailleurs on est beaucoup à le faire. Sur la guerre de 14, moi je commence par 2 documents, y compris la bande dessinée de Aio Zitelli, par exemple, pour commencer à resituer, sur des fiches de combattants corses ou de monuments, Frédéric Bertocchine. Ou pour resituer un peu, pour leur expliquer. Quand on peut, on le fait. La Seconde Guerre mondiale, c'est pareil. Donc oui, ça plaît même aux élèves. C'est-à-dire que c'est leur histoire, ou du moins l'histoire de leurs parents, grands-parents, qui rencontrent l'histoire. Donc après, on a des élèves qui viennent nous voir en disant « Oui, mon grand-père a été résistant, j'ai parlé avec lui. » Et ça marche. Alors, ça marche pas sur tout, mais ça marche. Merci beaucoup à vous 4. Merci Xavier, merci Sérène, merci Sébastien, merci Marie-Jo d'avoir participé à cette émission, d'avoir échangé sur l'histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h et c'est sur France 3 Corse, via Stella, évidemment.